On continue à en parler avec le docteur Alain Ducardonnet, qui ne nous quitte pas, médecin consultant santé à BFM TV. Bonsoir Laurence Breton-Cueni, vous êtes vice-présidente de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. Beaucoup de Français se posent des questions sur ce qu'ils ont droit ou pas droit de faire à partir de lundi. Vous nous montrerez aussi comment les entreprises s'adaptent. Bonsoir Brendan Chaban, vous êtes enseignant, co-secrétaire de la Fédération Sud Éducation. Et bonsoir Nicolas Chenevoix, avocat au cabinet Fider Avocat, spécialiste du droit du travail. On a bien compris qu'à partir de lundi, les écoles allaient être fermées. Le président recommande le télétravail, ce qui est possible pour un salarié sur 3. Et les autres, alors, les parents d'enfants de moins de 16 ans qui désormais n'ont plus d'école, est-ce que l'employeur peut leur refuser la garde d'enfants ? Alors aujourd'hui, non. Alors, avec le nouveau système qui a été mis en place par le gouvernement, en principe non. C'est-à-dire que si le télétravail ne peut pas être mis en place et que le parent atteste sur l'honneur qu'il doit garder son enfant scolarisé dans un établissement fermé, à ce moment-là, une déclaration doit être faite par l'employeur sur le site amélie.fr pour pouvoir garantir aux salariés un maintien des indemnités journalières de sécurité sociale. Ça veut dire que c'est un arrêt maladie C'est l'équivalent d'un arrêt maladie, tout à fait, avec également, c'est ce qu'a précisé le ministère, normalement, le maintien éventuellement du salaire si le salarié rentre dans les dispositions de la loi pour ça ou les dispositions de la convention collective applicable. Donc le parent va garder son enfant à la maison, mais si je comprends bien, c'est pas les vacances pour autant pour l'enfant. Les cours vont continuer à être dispensés de façon virtuelle, c'est ça ? Oui, mais alors en fait, c'est là que le bât blesse, c'est que en fait, il va être assez difficile de mettre en œuvre un tel système dans la mesure où, je ne sais pas si vous avez, quand on a tous entendu le président de la République hier et Édouard Philippe aujourd'hui parler des mesures qui allaient être mises en place. Le problème dans tout ça, c'est que le CNED, qui est censé mettre en œuvre un dispositif de classe virtuelle, etc., c'est un dispositif qui n'a pas été prévu pour accomplir un passage à l'échelle aussi massif que celui qui est prévu, que les instructions qui sont données aux enseignants sont relativement contradictoires sur le territoire. On pourra peut-être y revenir. Ce qui indique que des enseignants vont se retrouver sur leur lieu de travail sans le matériel qui permettrait de produire des supports, et d'autre part que des enseignants vont rester chez eux avec une injonction à faire du télétravail, alors que pour le coup, ça n'est prévu dans aucun texte pour les agents publics. Donc c'est pas qu'une question de moyens, c'est ce que vous... Il y a à la fois une question de moyens, et aussi une question juridique qui se pose. Nous, en tant qu'organisation syndicale, on a deux choses qui nous préoccupent. C'est à la fois la santé des personnels et des élèves, bien sûr, et aussi, dans une période exceptionnelle, de quand même continuer à garantir l'existence de droits sociaux pour les personnels qui travaillent pour l'éducation nationale. Et les entreprises, comment elles vont s'adapter avec des salariés tous à la maison ? Je le disais tout à l'heure, le télétravail, c'est possible pour un salarié sur 3. Oui, bonsoir. En tout cas, même si c'est possible pour un salarié sur 3, on doit également veiller à la continuité d'activité. On a déjà subi la grève des transports. Je veux dire, c'est un nouveau coup dur pour les entreprises. On doit s'organiser et c'est pas du jour au lendemain. Donc, on est tous en train de travailler, de voir des ordres de priorité avec les parents, avec enfants. On espère d'ailleurs un partage des tâches équitable au niveau des couples, parce que ce que l'on a vu, c'est 1 sur 2 dans le couple qui pourra soit effectivement... Donc, il peut y avoir des roulements. Oui, c'est l'intérêt. Et puis aussi, il nous faut continuer nos activités les uns et les autres pour générer du chiffre d'affaires, pour payer la masse salariale. Et beaucoup d'entre nous se posent des questions plutôt, puisqu'on a déjà eu de grands nombres d'entreprises qui ont déposé des demandes de chômage partiel. La situation est très compliquée. Ce n'est pas parce qu'on peut télétravailler de temps en temps qu'il est facile de faire à grande échelle et du jour au lendemain. Et puis aussi... la France n'est pas forcément prête. C'est-à-dire que c'est exceptionnel. Le télétravail aujourd'hui, on peut le faire avec des enfants en bas âge. Imaginez, ça veut dire à peu près une productivité de 20 à 30% en fonction de l'âge des enfants. Puisque, comme le rappelait Maître tout à l'heure, sur Amélie, c'est uniquement les postes où on ne peut pas travailler. Ce n'est pas lié à l'âge des enfants. Donc si votre enfant a 4 ans, 6 ans, 12 ans, eh bien que vous avez un poste pour lequel vous pouvez télétravailler, vous allez télétravailler. Mais on sait très bien que la productivité sera moindre, et encore, productivité moindre, encore faut-il avoir des clients derrière pour lesquels on ait une activité. Attention, parce que voilà, c'est vraiment là où on a une très grande complexité à gérer. En tout cas, avec les annonces faites hier par le président, on comprend qu'il n'y aura pas de licenciement. En tout cas, tout est fait pour éviter effectivement sur une courte période les licenciements. Courte période, c'est 1 mois, avec notamment les dispositions sur l'activité partielle ou le chômage partiel, qui sont assez différentes de ce qui se pratique habituellement, puisque l'entreprise va pouvoir se voir rembourser l'intégralité du maintien de salaire partiel qui va être fait
ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il y a aussi, parmi les différents casse-têtes, Alain Ducardonnet, on pense à la situation des soignants. Les soignants qui ont des enfants. Comment ils vont faire à partir de là? Alors c'est un vrai problème, c'est d'ailleurs un des problèmes pour ne pas arrêter les transports en commun. Puisque si vous arrêtez les transports en commun, comment est-ce que les infirmières vont regagner les services? Alors, il avait été proposé que les écoles puissent rester ouvertes et accueillir en fait les enfants des soignants. Donc ces choses vont se mettre en place, mais localement, régionalement. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas organisé de façon nationale, mais c'était une piste de travail tout à fait intéressante. Parce que le problème des soignants, c'est que brutalement, comme ça, du jour au lendemain, c'est difficile de réorganiser les plannings, en particulier dans les services hospitaliers. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la continuité des soins sera assurée, ça on peut en être certain, et qu'un certain nombre de mécanismes probablement vont être mis en place. Et comment les personnes qui n'ont pas un équipement suffisant à la maison, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas Internet, vont-elles s'organiser? Pas seulement dans la question du télétravail, mais on comprend aussi pour les cours à distance. En fait, tout le monde est concerné. Oui, alors c'est précisément une des autres critiques, enfin l'autre critique qu'on porte sur cette fameuse continuité pédagogique qui devrait s'exercer uniquement par le biais du numérique, c'est que notamment ces plateformes classes numériques, etc., ne sont pas prévues pour être consultables sur smartphone ou sur tablette. Donc forcément, ça pose un problème, c'est que les élèves des classes populaires, eux, n'auront pas accès ou auront moins accès soit à la fibre, soit au débit, soit à Internet à la maison, soit à des ordinateurs personnels qui permettraient d'utiliser ces dispositifs, et donc se trouveront relégués dans une situation dans laquelle ils ne pourront pas suivre ce dispositif de continuité pédagogique. Donc pour nous, c'est une inégalité de traitement des élèves qui nous paraît difficilement acceptable. Il peut y avoir des enseignements tirés de cette crise. Ça peut doper le télétravail, ça peut faire avancer le pays aussi. Tout à fait, c'est un petit peu pour ça d'ailleurs que le télétravail désormais peut être imposé par les employeurs, c'est les effets tirés de la précédente alerte pandémique en 2009 de la grippe aviaire notamment, et qui avait conduit le gouvernement à l'époque à faire avancer la loi sur le télétravail et la possibilité pour l'employeur de l'imposer dans les cas de pandémie, c'est très clairement indiqué dans le Code du travail. Il peut y avoir des systèmes de garde aussi au sein de chaque entreprise? Alors, ça aurait pu être une solution. Là, c'était la solution que nous avions pendant la grève des transports. Mais quand on nous dit effectivement qu'il ne faut pas que les enfants soient regroupés, c'est une solution difficilement acceptable aujourd'hui. Pendant la grève des transports, c'était le cas. Les enfants venaient. Mais là, si on l'interdit au niveau de l'éducation nationale, c'est un peu compliqué pour nous, finalement, de faire venir les enfants. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'imagination doit être au pouvoir dans le respect du droit du travail, qu'on essaye quand même de maintenir une activité sur site, puisqu'il faut respecter les distances, mais surtout il faut éviter de générer de la peur, parce qu'aujourd'hui on réorganise les restaurants d'entreprise, on réorganise les salles de réunion, on réorganise les bureaux pour qu'il y ait peu de monde. Demain ça va être l'essence de circulation, comme vous disiez en 2009 c'était mis en œuvre, et c'est surtout la peur des uns et des autres qui est le plus dur à générer. Donc il faut rassurer, il faut dire qu'on est là, qu'on met tout en place et qu'on accompagne. C'est surtout détecter, mettre en quatorzaine, mais là encore il faut savoir que ceux qui étaient déjà en quatorzaine, eh bien, ils ont du mal. Au bout d'un moment, c'est très long et ils aimeraient revenir sur le site. C'est pour ça qu'il est intéressant, quand on parle par rapport aux enfants, d'avoir une alternance au sein des couples ou des familles pour que les parents puissent revenir. L'isolement, au bout d'un moment, c'est compliqué. Il y a quand même des secteurs, quand on pense par exemple à la restauration, au tourisme, etc., on se dit que pour eux, c'est impossible de faire face. Alors c'est impossible de faire face, on pense notamment au tourisme avec les récentes interdictions de voyage dans certains pays. Là, très clairement, à mon avis, le télétravail n'est pas forcément une solution, c'est l'activité partielle, parce qu'on n'a plus d'activité. Et dans ces cas-là, le télétravail ne sert à rien puisqu'il n'y a plus d'activité, et l'activité partielle peut permettre soit de mettre totalement l'entreprise à l'arrêt, même pendant un temps, avec une indemnisation des salariés à hauteur d'à peu près 80% de leur salaire brut, 84% de leur salaire net, pour être plus précis, avec une indemnisation de l'employeur à hauteur de ce que ça va coûter pour l'entreprise. Ce qui est quand même une très grosse avancée sur le terrain de l'activité partielle. Et dans le cas précis des indépendants, pour eux, on annonce un report des échéances, mais il faudrait que ça aille plus loin pour qu'ils soient eux aussi aidés. Alors il est prévu, j'ai pas les textes en tête, mais effectivement il est prévu aussi une indemnisation pour un certain nombre d'indépendants. Et à hauteur de quoi, on ne sait pas. À hauteur, j'avoue que j'ai pas le chiffre en tête, mais par contre ce qui est certain, c'est que tous les reports sont quasiment automatiques du moment qu'ils sont demandés, au niveau de l'URSSAF et au niveau de l'impôt, pour les indépendants et pour les entreprises, de manière effectivement à les aider, une bouée de sauvetage, le temps de cette crise et de cette mise en place, effectivement, notamment du télétravail et d'autres... Alain Ducardonnet, on a compris que c'était une première batterie de mesures annoncées hier par le président.
Ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Sûrement, on va monter en puissance, comme la courbe est en train de monter en puissance. Si on compare la courbe italienne et la courbe française, on a la même dynamique, mais elle est retardée en France. Et c'était l'objectif, d'arriver à limiter, de freiner la propagation du virus. Mais bien évidemment, on va finir par monter aussi de façon franche et massive, et on aura forcément d'autres mesures qui sont prises, peut-être comme les Belges viennent de le faire, de fermer un certain nombre d'éléments de vie sociale, car encore une fois, ce qu'il faut, c'est limiter la contagion, limiter le passage du virus, et en limiter le passage du virus, c'est limiter la mobilité des hommes. Il y a une étude qui dit qu'il faudrait diviser par 4 nos interactions sociales. Voilà, c'est une intuition mathématique. Vous savez, on aime beaucoup les modélisations dans cette période-là. Et globalement, c'est vrai que les Chinois, on l'a bien vu dans leur étude, en fin de compte, quand ils ont fermé à peu près tout, eh bien, on a diminué en gros en 15 jours, 16 jours, on a commencé à diminuer justement cette façon d'être contaminant pour les autres. Et donc, à partir de là, on se dit en effet, si on divise par 4, là, on devrait en effet diminuer. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de limiter la circulation des hommes pour limiter la circulation du virus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de BFM